Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du mercredi 22 juillet 2026. On part immédiatement avec cette information du jour et qui sera, je pense, le seul truc à retenir aujourd'hui en plein milieu de ce mois de juillet 2026, à un moment charnière pour le marché crypto où on ne sait pas trop ce que l'on va acheter au cours de cet été pour se projeter sur les prochaines années. On se pose pas mal de questions si ça vaut toujours le coup au vu du dernier cycle de se positionner notamment sur les altcoins. Et donc cette statistique mise en avant hier par Journal du Coin, seuls 8 jetons sur 113 lancés entre 2024 et 2026 qui ont été valorisés à plus de 100 millions de dollars restent actuellement au-dessus de leur prix de lancement. 105 jetons sont en baisse avec une performance médiane, accrochez-vous bien, de quasi moins 96%. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment bien observé au travers de ces derniers cycles de 4 ans en 4 ans et même parfois de 24 mois en 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, donc dans un intercycle, dans la moitié de cette cyclicité de 4 ans qui est rythmée par le halving du Bitcoin, jusqu'ici en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, quand on observe derrière nous et qu'on a cette historique, on va dire, à compter approximativement de l'émergence de Ethereum principalement, donc on va dire 2015-2016, une bonne dizaine d'années si on met de côté Bitcoin, bien entendu, qui lui, au travers du temps, n'a eu de cesse de se tirer vers le haut, malgré les accidents de parcours qu'on lui a connus et qu'on qualifie dans le jargon de bear market, de marché baissier. Et donc, il faut constater factuellement que eh bien, les altcoins, au travers du temps, c'est très très difficile à détenir. Il y a très peu de bons candidats, et voire même quand on pense détenir un bon candidat, de 4 ans en 4 ans, il y a une épuration qui encore vient se faire par-dessus tout ça, pour à la fin ne laisser que quelques existants. On a un très bon exemple aujourd'hui, par exemple, avec Hyperliquid qui se développe très bien, cycle précédent. Là, on est dans l'intercycle avec le bear market et qui très certainement fera encore un bon cycle, qui nous dit que d'ici à 2030, Hyperliquid sera toujours aussi satisfaisant, sera toujours aussi attirant, que la team aura continué de délivrer et que son token ne tendra pas petit à petit à zéro si toutes ces bonnes conditions n'étaient pas réunies pour maintenir justement ce projet et le prix de son token associé. Donc plus que jamais, faites bien attention à ça et je pense qu'au cours de cet été, c'est vraiment la chose à retenir. Si votre altcoin, premièrement, ne surperforme pas Bitcoin et quand vous observez contre le dollar, déjà quelque chose d'extrêmement baissier, vous le voyez. Et si c'est baissier contre le dollar, ça sera forcément à coup sûr la double punition face à Bitcoin puisque Bitcoin ces dernières années a été très fort. Alors est-ce que sur ce cycle en particulier qui va venir, on pourrait avoir un essor, un renouveau du côté des altcoins? Ça n'est pas forcément la tendance de fond quand on observe justement ces 10 années passées de shitcoinerie, comme diraient les maximalistes, où on peut observer en effet qu'aujourd'hui, certes, Ethereum est plus haut que son prix d'introduction, Solana l'est également, Hyperliquid l'est également, et bon nombre d'autres. Si on va par là, on peut se dire que Tao est plus haut, que NIR, que Chainlink, et voilà, il y en a quelques-uns quand même qui se sont plutôt pas mal maintenus au travers du temps. Mais par rapport au prix d'acquisition des personnes qui les ont vus, et parfois malheureusement sur un mauvais timing de top de marché en 2021 ou en 2024-2025, l'immense majorité sont dans ces performances complètement sous l'eau, de moins 90 à jusqu'à moins 99%. Donc choisissez bien en définitive vos chevaux, entre gros guillemets, et vos batailles pour votre portefeuille crypto pour les 3 à 4 prochaines années qui nous amèneront donc vers cet horizon 2030 et n'essayez pas de surcompliquer les choses. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites ou si vous êtes convaincu aujourd'hui qu'il n'y a que Dieu pour Bitcoin, eh bien c'est peut-être pas une si mauvaise idée en soi quand on s'intéresse au marché crypto, au vu justement de ces données qui sont tout à fait très terre à terre, mais qui font mal sur le simple fait qu'on peut difficilement se projeter sur le long terme du côté des altcoins. En tout cas, au-delà, même pour les gagnants de 2 à 4 ans, on a régulièrement eh bien, le top market cap, même pour ce qui est du top 10, du top 50, du top 100, qui est en constante mutation. Et il vous suffit de regarder de 4 ans en 4 ans ce
qui était le market cap sur le cycle précédent dans son top et vous verrez que bien systématiquement ça a beaucoup bougé. Alors peut-être pas dans le top 5, le top 10 un petit peu moins, mais ça se fait plutôt sur 2 cycles en général, l'auto-nettoyage. Mais à partir de au-delà du top 10, je pense que vous serez très largement surpris de voir des projets qui ont été des super capitalisations et des super projets sur le papier tels qu'ils étaient vendus à cet écosystème en leur temps et qui aujourd'hui sont considérés, excusez-moi du terme, comme des merdes de chiens. Donc vraiment, plus que jamais, essayez de vous projeter comme ça sur le futur en ayant certes des convictions de ce dans quoi vous investissez et tout en ayant bien en tête qu'à partir du moment où vous vous positionnez sur les altcoins, ça représente un risque de ruine immensément plus important que Bitcoin et Bitcoin lui-même un risque de ruine immensément plus important que par exemple un Nvidia, un Apple ou un Microsoft, Google. Ça, c'est un peu la hiérarchie finale de l'investissement et à partir du moment où vous arrivez à faire une allocation de portefeuille en adéquation avec ce type d'informations, normalement, vous serez plutôt aligné pour la suite et aligné aussi avec la volatilité inhérente de votre portefeuille d'avoir telle ou telle classe d'actifs en fonction de sa propre volatilité. Également, au rayon des news, puisque ça a l'air d'avancer, alors on a les informations qui nous arrivent au compte-gouttes et surtout, on ne sait pas sur quel pied danser avec cette administration de Trump, mais ils auraient fait un pas vers le régulateur Trump pour dire qu'il acceptait d'avoir la charte éthique que le président des États-Unis pourrait plus faire de carabistouilles crypto, etc. On va voir si ça va passer. On n'a plus qu'une quinzaine, vingtaine de jours, je crois, avant qu'ils partent tous en vacances. Je crois que la deadline, c'était le 7 août. Et par la suite, vu qu'à l'automne, on va avoir plutôt le jeu des midterms, etc., inutile de vous dire que bien, par rapport à Trump et à son équipe, voire sa famille, ils vont peut-être essayer de arrondir un petit peu les angles et de ne pas se mettre tout seul sur le grill sur des sujets qui sont soit tendancieux, soit un petit peu bien cristallisés, polarisés. Donc aujourd'hui, on va voir ce que ça pourra donner si cet agrément vient à être signé pour le Clarity Act avant justement cette date un peu fatidique du départ en vacances du Sénat autour du 7-10 août. Et si ça ne passe pas, eh bien on repoussera très certainement à courant de 2027, voire si en 2027 ça se fait toujours pas, 2028, 2030, et là on passe sous une autre présidence. Donc c'est quelque chose d'important pour le marché. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, certes, on a les ETF, on a BlackRock, on a tout ce qui va bien, mais on est toujours dans la retenue aussi institutionnelle qui veut un cadre précis, un cadre légal, et sur lequel s'appuyer et se projeter pour plusieurs années. On en a vraiment marre, je pense, par rapport à ce domaine et cet écosystème, d'un point de vue toujours institutionnel, de ne pas savoir trop sur quel pied danser et de ne pas savoir si ça dépend de la SEC, si ça dépend de la CFTC, si on va avoir une règle qui va être faite, écrite un jour et défaite le lendemain. Donc vraiment, le Clarity Act apportera cette stabilité, mettra au premier rang quelque part de cet ordre logique mondial quand on regarde un petit peu la finance, bien que aujourd'hui ça puisse se discuter, notamment avec cette émergence assez folle du côté de la Chine. Mais aujourd'hui, on a toujours la première superpuissance donc économique qui sont les États-Unis, et donc ils veulent par effet de bord également être les premiers sur le sujet de l'IA. C'est un sujet très important en ce moment, et si la blockchain et le Bitcoin sont également un enjeu majeur, ils veulent être les premiers sur le sujet, et c'est exactement à quoi s'attelle quelque part cette administration de Trump, avec au passage, rappelons-le, 1,5 milliard d'enrichissement personnel pour Trump et sa famille depuis le début du mandat, uniquement du côté du marché crypto. Donc l'extraction a bien fonctionné, j'ai envie de vous dire, de ce côté-là. Il est à noter également que, de petites infos de plus avant de passer rapido à l'analyse technique, cela pourrait bénéficier directement à des projets qui étaient un peu dans l'entre-deux, et notamment à tous les projets qui sont greffés de près ou de loin autour de la galaxie Ethereum, et des projets, vu que c'est l'enjeu et le sujet du moment, de type Real World Assets comme Ondo. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de spéculations autour de Ondo, qui très certainement, toujours au vu de son analyse technique, a d'ores et déjà fait son point bas, quand bien même Bitcoin reviendrait autour de 50 000 $. Il est vrai qu'il y a certains altcoins qui se démontrent de plus en plus forts, qui récupèrent de la force contre le dollar, qui récupèrent de la force contre Bitcoin. Alors on part
souvent de tellement loin en sortie d'un bear market, et d'autant plus qu'on a toujours cette incertitude, bottom, pas bottom, jusqu'à l'automne autour de BTC, que c'est toujours difficile de dire aujourd'hui, avec quelques certitudes que ce soit, oui, ok, le marché crypto a fait un bottom. Ceux qui vous diront ça avec certitude, eh bien heureux à eux, ils ont qu'à faire all-in avec levier et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Mais vu que, eh bien, avec les années d'expérience, on sait que ça fonctionne pas comme ça et que ça n'a jamais été le laïus de la chaîne de toute évidence, voilà, on essaie de faire avec ce qu'on a comme information fragmentaire et parcellaire aujourd'hui en nous disant ok, on a cet inconnu. On a malgré tout un timing qui est pas si dégueulasse entre l'été et automne. On sait que potentiellement c'est le moment ou jamais pour venir poser ce point bas du marché crypto, donc potentiellement pour aussi faire le DCA sur ceux qui nous intéressent, tout en nous disant que oui, le point bas, on n'a aucune certitude à aujourd'hui de s'il est fait, mais quand on regarde avec là aussi le pragmatisme qu'il se doit, les charts des altcoins, on a quand même certains charts qui petit à petit ressemblent à quelque chose, enfin par rapport à des points bas. J'attire également votre attention, et ça me permet de faire la transition sur l'analyse technique, sur le fait que pour le marché crypto, c'était Benjamin Cohen toujours qui mesure presque au chausse-pied chaque cycle et ce qui s'est passé un peu précédemment, qui se répète encore une autre fois sur ce cycle. C'était vraiment ceux qui comptent les jours et tout ça, entre deux cycles, le bear market, le top du marché, ici et là, eh bien c'est arrivé quasiment jour pour jour. Et donc il mettait en avant que sur la dernière année de bear market, juillet est en général un mois favorable et ça commence de nouveau à se gâter en août. Et il y a un truc aussi toujours assez latent, c'est que eh bien, on continue de faire ATH sur ATH quasiment du côté des indices, du côté de la tech. Et là aussi, aucun consensus n'est d'accord quand on regarde un petit peu les réseaux sociaux au sujet de la TradFi. Certains vous disent que la bulle IA est encore très très loin d'atteindre son potentiel maximal avec des PE, notamment sur les Nvidia et consorts qui sont pas si hauts au vu du passé. Et d'autres vont vous aligner la Dream Team complète de toutes les cases à cocher de la bulle.com, donc de Internet 2000, où on serait déjà pile poil dans les clous de ce qui s'est passé précédemment et qui pourrait déclencher un sell-off des plus marqués au niveau du marché traditionnel. Donc vous vous doutez bien que si le S&P 500 ou la tech américaine perd moins 20, moins 30%, voire pire, du côté du Bitcoin, on va pas partir comme une fusée tout seul la fleur au fusil. Donc c'est dans ce monde un peu d'instabilité chronique dans lequel on évolue et qui a l'air de tendre bon nombre de participants, que ce soit ceux qui n'ont connu quasi que les marchés haussiers depuis 2020, voire 2023-2024, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tardivement, parce que quand on parle de 2020, quand même, ceux qui se sont pelés, le crack Covid et ensuite le petit bear market de 2022, c'était pas des pics et des verts. Par contre, ceux qui sont arrivés en 2023-2024, ils n'ont connu quasiment que le flash crash de Trump des tarifs en avril 2025 et ça a été racheté quasi immédiatement. Donc on est dans une ère un petit peu d'incompréhension, j'ai envie de dire, sur les marchés, où d'un côté, on a ceux qui n'ont connu ces dernières années, les primos investisseurs, que de la hausse et de la facilité de marché. Ok, on paie le dip, moins 5, moins 10, c'est bon, systématiquement, on injecte, on injecte, on injecte. Le tout dans un monde avec de l'inflation qui appelle donc à l'investissement. Si on garde son argent aujourd'hui, eh bien on se fait ronger, bien entendu, sur un compte courant ou peu importe. Du moment que l'argent n'est pas placé, eh bien derrière, chaque année, on perd un petit peu. C'est l'érosion silencieuse et sournoise de l'inflation. Et donc, dans ce mood où d'un côté, ceux qui ont investi ces dernières années vont vous dire, eh bien tout se passe bien, regarde mon portefeuille, j'ai fait plus 30, j'ai fait plus 40, j'ai fait plus 70, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a ceux qui ont connu justement des années 2000 aux années 2025-2026 aujourd'hui, qui vous disent mais ça ne devrait pas fonctionner comme ça, on est un petit peu perdu puisque là, sur les niveaux sur lesquels nous travaillons, on aurait déjà dû se prendre une correction un peu plus marquée. Et donc ceux qui ont de la bouteille justement sont décontenancés de leur côté de la façon justement dont travaillent les marchés et dont ça fonctionne depuis 2020 et qui a eu cette impression monétaire et liquidité complètement frénétique et mirobolante qui s'est répandue sur les marchés. On a certes eu derrière des mouvements et des respirations, mais d'histoire de bourse, voilà, on n'avait jamais eu une telle impression, une telle accélération. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose la question aussi latente de, au-delà de l'IA, au-delà des investissements, des CAPEX,
des projections futures, des résultats qui petit à petit paraissent, d'ailleurs on est encore dans une semaine de gros résultats pour les US, et le moindre grain de sable dans cette machine bien huilée jusqu'ici a tendance à immédiatement être sanctionné par le marché, voire même des fois on a des bons résultats au-delà des attentes et derrière c'est vendu. Et aujourd'hui on est dans de telles attentes pour le futur que la moindre déception aura des conséquences parfois cataclysmiques. Alors quand on regarde le VIX, voilà 17, ça fait longtemps que ça comprime très bas. On a eu peu de volatilité depuis pas mal de temps. La dernière bougie, c'était mars 2026. On était venu à 35-36. Mais c'est vrai que les gros appels qu'on n'a pas eu depuis avril 2025, voire août 2024, c'était le Yen Carry Trade, si je ne dis pas de bêtises, août 2024, puisque de souvenir, c'est là où, de notre côté, on avait fait un peu des carabistouilles sur ETH et derrière, ça s'était payé un peu comptant. Pour ceux notamment qui essayaient de faire du levier sur AAV, vous saurez de quoi je parle. Par la suite, voilà, ça s'est un petit peu gâté, encore que jusqu'à décembre 2024, on a bien profité. Mais par la suite, 2025, ça n'a pas été exceptionnel pour les cryptos. Toujours est-il, pour en revenir à nos moutons et donc recentrer un petit peu le débat, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire attention et ne pas avoir de trop grandes espérances pour le futur. Et c'est là où, de temps en temps, plutôt que d'essayer d'avoir systématiquement la plus grosse performance, le meilleur portefeuille ou celui qui va surperformer un petit peu sur les réseaux sociaux et qu'on a tendance à vouloir mettre en avant, le but c'est de se construire quelque chose qui soit vraiment résilient dans un monde dans lequel certes l'IA est une révolution technologique et une des grandes révolutions qu'a connue l'humanité, mais on est toujours aux prémices de ça, donc on ne peut que spéculer sur le futur tout en n'ayant pas la certitude de ce que ça va donner justement dans le dit futur. Et donc j'embraye en même temps qu'on en parle avec le SOX par exemple qui pour l'indice des semi-conducteurs nous a fait un rebond hier de 5,45% en même temps que le Nasdaq plus 2%, mais toujours pareil, on est un peu dans une phase ici qui s'apparentait un peu à une phase de distribution et on a le MACD qui est en train de croiser, baissier. Alors on est relativement haut, est-ce que ça va accélérer par la suite à la baisse? Voilà, personnellement je préfère acheter quand on a un RSI autour de 40, voire comme ici en mars 2025 autour de 28-29 au moment des tarifs de Trump, plutôt que quand on a un RSI qui est proche de la zone de surachat pour l'hebdomadaire. Il y a également autre chose sur lequel il va falloir quand même avoir une vision, puisque c'est quand même pour les États-Unis assez important, les taux à 30 ans et à 20 ans. On est de retour de nouveau à 5,14 pour le 30 ans, on est de retour à 5,16 pour le 20 ans. Alors certes, on n'est pas encore revenu à l'extrémité ici qu'on avait touché en octobre 2023 autour de 5,4 points, mais ça veut dire que les États-Unis sont pas dans un mood actuellement extraordinaire. On est certes porté d'un côté par la tech, l'IA qui tient à bout de bras le reste de la bourse, où on a eu des petites rotations sectorielles, etc., et où on voit que l'économie américaine, chiffre après chiffre, se porte pas si mal, et notamment la confiance des ménages, la consommation, malgré le fait qu'il y ait une inflation latente qui est quand même toujours assez haute par rapport aux 2 points que eux ils visaient pour la Fed. C'est pour ça qu'aussi, par effet de bord, ça reste toujours sur la table pour 2026 d'avoir une hausse de taux si on rentre pas à nouveau dans une trend qui se veut petit à petit en escalier inverse avec une inflation qui recule considérablement d'ici à cet automne. On voit malgré tout que du côté de l'Iran, du conflit qui d'ailleurs a coûté à ce jour, je crois que l'info a été publiée hier, on est déjà sur 37-38 milliards, quelque chose dans ces eaux-là. Donc aujourd'hui, on a la sensation que on cherche d'un côté le refuge, et c'est ce que font également bon nombre de banques centrales et de pays, que ça soit la Chine, que ça soit même jusqu'à la Russie, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, la finalité reste la même. Il y avait également l'Australie, si je dis pas de bêtises, et après j'ai pas vérifié du côté de l'Inde, etc. Mais on a des achats de gold qui restent super conséquents. Et c'est vrai que quand on regarde au niveau des métaux précieux, on a eu un run qui a été à la hauteur justement de cette contraction qu'on a eu pendant pas mal de temps, de 2020 à l'extraction février 2024. Et à partir de là, on a eu un mood qui a vraiment changé sur les marchés. Et comme d'habitude, ceux qui vont vous dire que tout a bien fonctionné, etc., ça va être essentiellement des personnes qui étaient du côté de la tech. Mais quand on regarde un peu plus dans la globalité,
il y a des personnes aussi qui étaient un peu plus diversifiées et encore heureux, j'ai envie de vous dire, qui aujourd'hui, sur ces 1-2 dernières années, n'ont pas fait des performances complètement mirobolantes à la hauteur de ce qu'on a pu voir sur des SanDisk, sur des SK Hynix, sur toutes les entreprises comme ça qui étaient liées de près ou de loin, notamment aux semi-conducteurs, qui ont vraiment, pour le coup, été un peu les champions de cette course à l'armement du côté de l'IA, si on peut l'appeler ainsi, pour tout le côté data center, cloud, etc. et calcul. Et donc, ça nous mène toujours et encore au sujet suivant. Si on a des taux longs et des emprunts, notamment pour les États-Unis, qui pour le 30 ans, par exemple, si on passe les 5,17 de octobre 2023, on va revenir à des taux qu'on n'a pas vus depuis juin 2007, pour le coup, où on avait eu là aussi, comme vous le voyez, une trend qui était extrêmement baissière depuis 87 jusqu'à ce point bas justement de mars 2020. Ça ne faisait quasiment que baisser au niveau des taux et des taux longs pour les États-Unis, ce qui était plutôt positif pour leur économie, leur croissance et le développement de petit à petit avoir des taux systématiquement qui se tiraient vers le bas. Et c'était aussi un signal long terme que le monde pensait que ça se passerait toujours très bien pour les États-Unis et qu'ils étaient le moteur principal de cette croissance mondiale, ce qui en l'état est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais on voit que le relais de croissance des marchés émergents et notamment de la Chine qui en 10-20 ans ont rattrapé un retard complètement monstre pourrait très largement redistribuer les cartes et c'est exactement ce qu'on a ici matérialisé aujourd'hui du côté du taux obligataire pour les États-Unis. Et ce qui vaut pour les États-Unis vaut pour l'Europe, vaut pour la France, vaut pour l'Angleterre, vaut pour l'Allemagne. On a quelque chose aujourd'hui qui est vraiment en train viscéralement de changer en profondeur pour les marchés, mais on n'en connaît pas encore tout l'aboutissement et tout ce que ça va impliquer derrière. Et je dis le côté européen, mais ça vaut également pour le Japon. On l'a vu ces derniers temps avec des taux pour le 30 ans au Japon. Voilà, le chart parle de lui-même. On a quelque chose qui nous fait son propre bull run. On est proche des 4% pour le Japon. Donc j'espère que cette manière de réfléchir quelque part vous éclaire un petit peu, quand bien même, eh bien, ça n'est pas réellement le laïus de la chaîne de vous donner des directions, parce que les vrais mouvements de directionnalité, finalement, eh bien, le marché les fait assez peu. C'est souvent beaucoup de temps de consolidation pour ensuite X temps de directionnalité, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Mais la plupart du temps, les particuliers finissent par se perdre dans cet intervalle. Donc le but aujourd'hui, c'est diversification, que ça soit au niveau de la classe d'actifs que vous détenez, que ça soit géographiquement, que ça soit les supports, que ça soit le secteur d'activité, que ça soit en termes de volatilité, vous pouvez très bien accepter sur un portefeuille de 100 000 euros d'avoir, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 qui ne travaillent que à 2-3% sur quelque chose d'excessivement peu rémunérateur, comme un fonds euro pour ceux qui ont des assurances vie ou des trucs comme ça, puisque vous choisissez sur une petite portion en pleine conscience de votre portefeuille de n'allouer qu'une volatilité vraiment très faible avec très peu de risque à 2-3% sur une partie 20-30% de votre portefeuille. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure que vous augmentez dans cette pyramide du risque et de la volatilité, vous allez chercher 20-30% sur quelque chose qui va plutôt tourner autour de 3-4% et vous montez jusqu'à avoir à la fin un 5-10% où vous venez vous frotter du côté du marché crypto, du Bitcoin et potentiellement des altcoins, mais où vous savez que vous allouez que voilà, 5-10% du total de votre patrimoine ou de cette somme des 100 000 euros à un marché qui lui est très dur, très volatile et qui sera un petit peu antinomique quelque part de ce qu'on a pu voir sur ces périodes un petit peu de doute et de conflits aussi mondiaux, où on a chacun qui se retranche de son côté, qui fait des stocks d'or énormes, où on commence à nous parler du dollar qui plus tard pourrait vaciller, et c'est peut-être aussi ce pourquoi les taux longs montent autant aujourd'hui par anticipation de ce qui pourrait se passer demain. Donc pensez-y, peu importe que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, certes l'âge va jouer également énormément sur la volatilité que vous pouvez vous permettre si vous avez 20-25 ans aujourd'hui. Il y en a plein qui font des all-in ETF Nasdaq et qui, si le Nasdaq un jour perd moins 50%, ils ont 20 ans. Dans 40 ans, bien entendu, qu'on espère tous que le Nasdaq sera beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Par contre, si vous avez 60-70 ans,
la retraite joyeuse et que vous n'avez pas envie de subir les affres de la volatilité de moins 50% du Nasdaq, eh bien, il y a quelque chose dont on va parler dans un instant qui me semble plutôt intéressant sur le papier. J'ai pas encore complètement creusé le sujet. Le S&P 500, 7510 points, toujours dans une petite contraction qui pourrait faire penser d'ailleurs à un petit triangle ici. Donc, on va voir comment on va en sortir. On arrive en bout de contraction, ça devrait dégoupiller justement en août. Donc, si ça part au nord, eh bien, on aura un mois d'août qui contrera un petit peu les tendances saisonnières. Si ça part au sud, ça rejoindra exactement les statistiques précédentes et ça permettra au marché crypto potentiellement de faire sa dernière jambe baissière. Je ne m'attarde pas sur les WPEA et consorts qui montent en fonction, bien entendu, pour l'indice monde de ce qui se passe derrière. DXY pour le dollar américain 101.1, il continue de consolider après le retest des 100 points. Si ça pousse, ça aussi, ça pourra faire très mal au marché action, donc en direction de la MM200 et de la médiane de range sous l'ère Trump autour de 103 points. Le gold qui nous fait quelque chose de plutôt sympa, il était venu chercher le RSI 3536 ici, qui avait été touché en octobre 2023. Donc je suppose que cet été, il va essayer de se poser entre 3009 et 4000. Si jamais ça pétait au sud, on le reverrait quelque part entre 3600 et au plus bas du plus bas, 3100, 3200. J'y crois moyen à ce scénario d'aller travailler si bas d'ici l'automne pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. On a quand même eu une correction qui nous a amené de 5600 à 3950 sur le gold. Le RSI est en train de faire un double creux et on a le cours qui est en train de se poser, le tout avec un momentum MACD qui a été complètement épuisé de la part des vendeurs. Donc il y a quand même, pour le court moyen terme, pas mal de chances pour que le gold, en effet, ait trouvé son point bas intermédiaire autour de 3009-4000. C'est quelque chose qu'on va suivre et il faudra par la suite, pour totalement renverser la vapeur, franchir cette zone comprise entre 4344 où se trouve la moyenne mobile 50 aujourd'hui et les 4440 où se trouve 50 même la moyenne mobile 20 et où on avait eu cette zone de cassure par rapport à ce top précédent. Donc 4300, 4400, si ça perce par la suite, on pourra re-rentrer en train haussière, continuer du moins cette trend pour le gold. J'ai vu également pas mal de personnes commencer à s'agiter sur les réseaux pour le silver. Alors le top aurait été pour le silver de le voir un poil plus bas autour de 50 $. On s'est arrêté à 55, aujourd'hui à 60. Pareil, plutôt peut-être une fin de correction pour le silver qui avait touché donc en pic 121,5. On est dans le même mood que sur le gold, à ceci près que eh bien, le silver, vous l'aurez compris, est plus volatile. On a eu beaucoup d'échanges ici, ça a été vraiment énormément tradé pour le coup. Le crypto total, toujours au contact de la moyenne mobile 200 semaines de 1220 milliards. Il nous faudra franchir la moyenne mobile 20 à 2350 et ensuite les 2500 pour espérer rallier les quasi 3000 milliards puisqu'aujourd'hui la moyenne mobile 50 se trouve à 2900 milliards. Le Bitcoin avec sa dominance qui est aujourd'hui à 59,5, donc proche des 60%, toujours pas plus. On passe donc ce bear market plus ou moins dans un mouchoir de poche autour des 60% de dominance pour la première crypto-monnaie du marché. Elle se trouve actuellement à 65 822. On a cette zone qui est une zone dure autour de 65-66. On pourrait venir s'empaler si jamais il y a une petite poussée supplémentaire entre 69 900 pour pas dire 70 et juste au-dessus autour de 71 000 $. À voir comment va réagir donc le Bitcoin qui en l'état nous fait quelque chose qui techniquement est plutôt salvateur et plutôt bien fait. Et d'un autre côté, est-ce qu'on a vraiment eu la capitulation finale, la fameuse mèche de moins 10 000, moins 15 000, moins 20 000 qui fait paniquer tout le monde avec une bougie de volume complètement monstre qui nous donne finalement ce point bas, exactement comme cette bougie de novembre 2022. On était passé de 21 000 à 15 000 et on avait eu un spike de volume sans commune mesure avec ce qu'on avait vu précédemment. Ça, on ne l'a absolument pas eu pour l'instant. On en a eu un petit ici qui était déjà pas mal en février 2026, mais je pense qu'au vu de la capitalisation globale du marché crypto aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux quelque part en termes de capitulation. Donc c'est plutôt cette épée de Damoclès qu'on va se traîner jusqu'à cet automne avec la possibilité en effet, si les marchés traditionnels ne déroulaient pas de correction dans les 6 mois qui viennent, d'avoir
potentiellement fait le point bas à 57 000. Et si jamais il y a, pour quelques raisons exogènes que ce soit au marché crypto, une correction un peu plus marquée, un enlisement ou un embrasement entre l'Iran et toute la région autour, etc., voilà, on pourrait avoir de nouveau les taux qui continuent d'augmenter pour les taux longs, le gold qui de nouveau retrouvera de la ferveur, le dollar en simultané, et ça coûtera malheureusement des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars au Bitcoin, avec une zone, comme vous le savez, peu importe que l'on regarde d'un point de vue on-chain ou d'un point de vue du prix en tant que tel, qui inéluctablement a tendance à nous ramener autour de cette fameuse zone des 50 000. Les plus pessimistes diront 40 000, les plus optimistes diront petite touchette à 55, 52, 53. On va pas jouer sur les mots, on va dire 50. Et aujourd'hui, on peut raisonnablement dire 50 à plus ou moins 5 000. Ça fait 55, donc on va dire qu'on les a déjà quasiment touchés quand on était à 57. Et au plus bas, quelque part autour de 43, 45, où se trouvent pas mal de zones justement qui nous ramènent d'un point de vue on-chain sur les bitcoins détruits, les long-term holders qui seraient suffisamment sous l'eau à hauteur de 70%, qui historiquement là aussi a déclenché le point bas de marché, et le tout avec une moyenne mobile à 300 jours aujourd'hui qui se trouve autour de 48 000, 49 000 dollars. Donc vraiment, tout ce qui se passe comme ça un petit peu autour de 50 000 dollars, en effet pour du long terme, ça ne sera pas le moment de faire la fine bouche si le marché venait à nous donner ces zones. De même que sur la seconde crypto-monnaie du marché, Ethereum, on a eu récemment 1500 dollars à 2 reprises. On était très très proche du support des 1400. Est-ce qu'on aura mieux par la suite? Voilà, c'est là toute la question. Comme vous le savez et comme on en a discuté un bon nombre de fois ces dernières semaines sur la chaîne, désormais les altcoins, Ethereum y compris, je raisonne en termes de ratio risque-ruine plutôt que de ratio risque-récompense. Donc en gros, plutôt que de me dire ok, j'achète à 1400, 1500, je peux me mettre un stop vraiment si ça se gâtait sous les 900 dollars, pourquoi pas aller autour de 850 pour ceux qui voudraient, ou 800, se couper si jamais vraiment le truc il partait complètement à la cave, ce qui sur le papier a assez peu de chances de se réaliser, mais on part du postulat qui serait le pire. Si je risque les 1400, 1500, je peux perdre en effet quasiment la moitié de mon investissement. Et en sens inverse, si je me réfère à ce qui s'est passé donc sur les cycles précédents et que ne serait-ce que Ethereum fait 1500 à son ancien ATH autour de 4900 dollars, ça me fait au-delà d'un x3. Donc aujourd'hui, pour la personne vraiment qui veut raisonner en risque ruine, eh bien, je mets sur la table au prix du moment 1900 dollars pour ceux qui ne l'ont pas eu à 1500. Tout en ayant bien dans un coin de ma tête que si Bitcoin va à 50 000, on verra certainement Ether autour de 1004, voire en dessous des 1004. Et à partir de là, soit vous vous faites un plan comme ça, où vous savez à peu près la volatilité que vous êtes prêt à accepter sur Ether, ou bien vous raisonnez tout simplement en vous disant cet argent, je n'en ai absolument pas besoin. Si je le perds, ça n'est pas grave. Ça ne changera pas ma vie, etc. Donc en gros, psychologiquement, vous vous dédouanez à l'avance d'une perte potentielle. Vous vous dites, ok, cet argent, presque, je le considère comme s'il était déjà perdu. Pour les 2, 3, 4 prochaines années, il est dans un coin, je n'y touche pas, je n'en ai pas besoin, et si ça va à zéro, ça n'est pas grave. C'est à peu près la manière que j'ai aujourd'hui de raisonner pour les altcoins, ce qui fait que, vous l'aurez compris également, je vais y allouer une partie infime de mon portefeuille, parce qu'en partant du postulat que le truc potentiellement peut aller à zéro, blablabla, exactement comme on l'a vu tout à l'heure sur le tweet donc de Journal du Coin, ce qui a de grandes chances d'arriver, bien que voilà, Ethereum aujourd'hui est suffisamment gros pour quand même croiser les doigts pour qu'il n'aille pas à zéro sous 3-4 ans. Mais systématiquement en partant donc de ce postulat que ça pourrait aller à zéro, eh bien je pense quand même que sur le papier, c'est un risque qui pour le marché crypto en tant que tel, au-delà de BTC, est un risque qui peut s'avérer positif, puisqu'on va risquer en effet 1500 à 2000 dollars en espérant déjà, dans un premier temps, ça serait le palier minimal, j'ai envie de vous dire, re-atteindre ces fameux 5000 dollars, donc on va dire x2, x2,5. Et par la suite, l'objectif final, bien entendu, c'est d'atteindre cette zone qu'on n'a pas pu malheureusement atteindre sur le cycle précédent, comprise entre 7000 et autour de 10 000, voire 11 000 dollars. C'était une zone de FIBO, d'extension, pour la seconde crypto-monnaie du marché. Ce qui fait que là aussi, le ratio risque-récompense est plutôt positif, quand bien même on partirait d'un risque de ruine de se dire ok, cet argent peut potentiellement aller à zéro, ce qui en l'état
on part bien entendu de cette réflexion, c'est un exercice de pensée et je pense que c'est très intéressant à faire, de se dire ok, comment ça se passerait, comment moi je me comporte aussi et je réagis si un actif dans lequel j'avais des convictions potentiellement peut mener à la ruine, et c'est à partir de là où vous faites vos tailles d'allocation, bien entendu en fonction de votre appétence au risque. Là où on fait quelque chose d'un peu plus intelligent également, c'est comme on disait, on se met un stop. Admettons que voilà, Ether revienne à 1400 $ et qu'on se dise ok, c'est le moment où jamais je prends ce risque et tout, je suis conscient de ce qui peut arriver. On pourrait couper en réalité si vraiment ça se gâtait tout azimut à moins 37, allez, moins 40%, autour de 800 $ en l'achetant à 1400. Donc en gros, le risque récompense ce coup-ci, si on écarte le risque de ruine, serait approximativement de moins 40%, ce qui est énorme, mais c'est dû à la volatilité même de cet actif par rapport à une espérance de gain, si on arrive à le choper un jour à 1400, qui est environ 2-3 fois et demi, et si jamais on va à 7000 $, c'est 1 fois 5, si on va à 10 000 $, c'est 1 fois 8. Donc le ratio risque-récompense par rapport à cette volatilité négative de couper une position à moins 40%, quand on pense que le bottom est en train d'être fait, en théorie, elle reste plutôt favorable. On a Cypher qui nous a fait un truc plutôt intéressant avec, depuis la touchette récente des 16 $ moyenne mobile 50, un retour à 23, donc plus 12% quasiment hier. Coinbase, pareil, qui est au contact de la moyenne mobile 200 semaines, est en train d'essayer de percer ici. On voit qu'on a la petite trend aussi qui nous tient. On est dans une fin de contraction de triangle. Et c'est là où c'est très difficile actuellement de se dire que le marché crypto n'est pas séduisant. On a envie d'y croire, on a envie de se dire que ça y est, le point bas le plus dur est derrière nous, au vu justement de ce genre de chart comme Coinbase. Et pour autant, eh bien, comme on vient de le voir à l'instant, on est dans l'ère Trump, on est dans l'ère mondiale cristallisée. Donc d'un jour sur l'autre, parfois c'est un peu compliqué de justement persévérer dans nos convictions, notamment quand on est dans le bear market crypto. Donc là, pour Coinbase en tant que tel, eh bien, vous l'aurez compris, les 190 à 210 $. Et si ça passe, on n'a plus que le boss final à affronter autour de 230, la MM50 pour un ATH aujourd'hui à 445. Je n'ai pas grand doute que lorsque le marché crypto repartira à son tour en bull run, Coinbase pourra revenir à minima chercher cet ATH de 445, voire on l'espère finira par le dépasser. Ça s'est plutôt pas mal goupillé ces temps-ci également pour Circle qui était revenu travailler autour de 60, de retour à 71. Pour sa part, il faudra s'affranchir de cette zone des 90 à 97 $ et ensuite on pourra commencer à parler un peu plus de trend haussière pour Circle quand on travaillera durablement au-dessus de 140 $. MicroStrategy qui reteste donc la zone de sortie des 100 $ par le dessous, on est sous la moyenne mobile à 300 semaines. Ça va être un pari qui va être aussi difficile à tenir ça sur cette fin de bear market, d'autant plus si Bitcoin derrière venait à nous refaire une dernière jambe baissière, mais en l'état, eh bien, il y a pas mal de personnes qui continuent d'y croire pour le futur. Côté action US, mis à part les performances autour de Robinhood, etc., 7%, AMD plus 8, Artemis Gold plus 8, on est du côté des métaux précieux d'ailleurs, je ferais mieux peut-être de le déplacer justement dans la bonne rubrique. On n'a pas des trucs extraordinaires, on a même MSCI hier qui a reculé de 10%, alors là j'étais sur Google qui va avoir je crois ses résultats aujourd'hui si je dis pas de bêtises, on va voir justement si ça va dégraisser encore un coup pour aller en direction de la moyenne mobile 50 autour de 310, on est à 347 et hier MSCI qui s'est pris vraiment une tuile. Alors on appelle ça une tuile, mais quand on regarde finalement, on est dans un grand range énorme qu'on travaille depuis 2022. On est dans cette énorme box, donc on va voir plus tard quand on en sortira. Mais pour l'instant, c'est pas une volatilité qui, en tout cas pour ce genre de titre, devrait plus alarmer que ça les personnes. Si ce n'est que moins de 10% comme ça en séance, bien entendu, pour la bourse traditionnelle, c'est toujours traumatisant. Mais pour nous qui avons été malheureusement habitués à la guerre du côté du marché crypto, plus 5, moins de 10, plus 10, machin, en séance, ça nous paraît peanuts. Côté France, on a Airbus, contact de la moyenne mobile 50 qui réagit plutôt positivement à plus 5%. Total Energy, plus 1,14 qui depuis 3 semaines recouvre donc depuis les 66 €. Attention au contact de la moyenne mobile 20 à 75 € qui pourrait faire office de barrage à court terme. Dassault Aviation qui trouve un peu de réaction sur le bas donc de ce canal parallèle ascendant qui dure depuis avril 2020, depuis le Covid, tandis
qu'on avait AXA également à 45 € qui nous fait un nouvel ATH. On avait Thales qui est toujours dans son grand range également de contraction, un petit peu comme ce qu'on voit du côté de Tesla qui devient en ce moment de moins en moins sexy, j'ai envie de dire, d'un point de vue technique. On passe du côté des altcoins avec Lido qui nous fait une très belle divergence ici avec un Adam et Ève inversés. Alors, là également, c'est là où c'est un petit peu difficile de se positionner. Premièrement, on est dans quelque chose d'extrêmement baissier face au dollar, donc ça l'est forcément face au Bitcoin. Deuxièmement, on avait déjà fait un double creux ici à l'époque. On a essayé de repasser au-dessus de la moyenne mobile 50. Ça s'est transformé en un échec complètement monstre. Donc on ne peut pas dire là maintenant que oui, c'est le grand bottom et que ça y est, on n'ira pas plus bas, etc. Par contre, quand on a un RSI comme ça, qui nous fait une belle divergence, que ça prend son temps, et qu'on a quand même un petit peu de volume qui sont exécutés, on peut commencer à se poser la question de si en effet c'était pas le point bas, etc. Blablabla. La problématique, c'est qu'on aura la réponse que le jour où on travaillera quelque part entre 65 et 90 centimes. Allez, voire même pour aller un petit peu plus loin, on pourra se dire que Lido est complètement sorti de l'ornière quand il travaillera au-dessus du dollar symbolique. Donc c'est là où, pour nous, au cours du bear market, est-ce qu'il vaut mieux se positionner sur un Lido plein d'incertitudes à 40 centimes ou est-ce qu'il vaut mieux l'acheter à 90 centimes, 1 dollar avec un peu plus de cartes qui ont été dévoilées en cours de route? Là aussi, c'est une technique d'investissement justement qui est assez différente. Certains préfèrent acheter quand l'actif prouve qu'il est en hausse, d'autres préfèrent l'acheter justement sur des potentiels points bas. On a Hondo également qui est en train de nous faire une jolie tasséance, donc un double creux. Là aussi, quand on regarde la littérature, les tasséances sont en général plutôt des suivis de tendance haussière plutôt que baissière. Tout ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on est en train de faire un double creux, la volatilité est en train de se contracter, beaucoup de volume en bas, et c'est un des enjeux et des sujets institutionnels du moment, la tokenisation d'actifs. C'est ce pourquoi également il y a beaucoup de spéculation en ce moment du côté de Hondo. Ça continue de contracter également juste sous le point pivot des 78-80 $ pour Solana, c'est plutôt propre, mais pareil, on ne sait toujours pas si le point bas est fait. Pareillement pour BNB qui est vraiment en train de contracter très fort entre la MM200 en bas, 532,33 $, la moyenne mobile 20 en haut autour de 617 $. Injective Protocol qui nous fait la même tasséance que ce qu'on a pu observer donc sur Hondo, à voir également ce qui s'est passé ces derniers temps d'un point de vue des fondamentaux, et on est peut-être même encore un petit peu mieux foutu que ce qu'on a pu observer du côté de Hondo. On a pas mal de cryptos niveau volume qui ont été échangés, notamment sur la mi-mai 2026, à voir ce que ça pourrait donner. Si on franchit les 6,50 $, on ira chercher la moyenne mobile 200 autour de 13,25 $. Pour un ATH d'Injective aujourd'hui qui se trouve décembre, même pas, mars 2024 à 52-53 €. Ceci étant dit, là aussi, c'est les fondamentaux qui vont dicter pas mal de choses. Et enfin, Hyperliquid qui continue de dégraisser, 58,26 €. On est toujours dans une préphase potentielle de distribution ici, à voir si on va pouvoir avoir donc des prix un peu plus bas. C'est également annoncé par un MACD qui s'apprête à croiser et sur lesquels les vendeurs sont en train de prendre la main. Côté Asie, pour la clôture, donc pré-clôture, puisque j'ai encore un petit truc dont je voulais vous parler, ça aura été une émission à rallonge aujourd'hui, mais de temps en temps, l'été, vous vous mettez ça en podcast au bord de la piscine, vous sirotez votre petit mojito, vous êtes au boulot, vous avez la flemme avec le ventilo, et bien voilà, c'est le moment d'écouter votre bon vieux serviteur. On a Mitsubishi Corporation au contact de la moyenne mobile 50 qui a réagi plutôt positif et il est désormais bloqué justement en ping-pong MM50, MM20. Le Kospi qui s'était pas mal fait malmener donc pour la Corée depuis 4 semaines a peut-être enfin trouvé du support sur une zone de support. Donc à suivre pour le marché de la Corée. Comme je vous dis, pour l'instant, je regarde ça de loin, l'Asie, et j'essaie de comprendre un petit peu comment fonctionne ce monde financier asiatique qui parfois nous échappe un petit peu à nous en tant qu'Européens. Le Japon, ça se passe toujours plutôt pas mal. Et ils ne font pas cas justement de ces taux 20 ans, 30 ans qui remontent très haut en simultané de ceux des États-Unis. On a également peut-être un point bas toujours en cours de travail pour Nintendo. Ça reste un petit peu compliqué. Je m'attendais à un peu plus de réaction par rapport à ce titre et par rapport au fait qu'on est revenu à la moyenne mobile 300 jours et un support long terme ici. Capcom qui depuis un mois a bel et bien réagi à partir du moment où il avait fait une déviation sous la moyenne mobile 200. Je viens de le rentrer
watchlist, je l'avais déjà sur une autre liste de mon TradingView. J'ai essayé de remettre quelques trucs du passé et j'ai trouvé ça plutôt sympa donc de retomber là-dessus au vu justement de la belle correction qu'a affiché un Capcom qui ces dernières années a été résolument très haussier. Alibaba qui hésite sur la zone dure, donc moyenne mobile 20 et grosse résistance des 120-122 dollars sur le NYSE. Donc à voir ce que ça pourrait donner pour la suite. Et ça va être la même musique pour Xiaomi qui ralentit donc juste avant la moyenne mobile 20. On est autour de 28-29 dollars sur le Hong Kong Exchange. Et enfin, on avait Tencent qui, pareil, se révèle assez décevant. Donc une volatilité quand même qui est complexe du côté du marché asiatique, malgré les belles décotes qu'il y a eu. Et donc en guise de clôture de cette émission du jour, je voulais vous parler d'un ETF que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux ces jours-ci et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est des ETF donc qui répliquent le Nasdaq, mais avec une stratégie derrière de covered call. Alors, sans rentrer trop dans le détail pour pas vous encore plus manger le cerveau que ce que je l'ai fait au cours de cette longue émission aujourd'hui, le but c'est d'essayer de pallier un petit peu à la volatilité que peut représenter un ETF Nasdaq. Et donc, vous allez avoir moins de performance à la hausse en règle générale par rapport au fait de juste détenir un ETF Nasdaq. Mais si ça se gâte, ça va essayer de compenser un petit peu par rapport à la baisse et en vous versant, je ne sais pas si c'est sur une base mensuelle, trimestrielle ou quoi, un espèce de coupon. Donc vous avez le JEPQ qui est la version distribuante et vous avez le JEQA qui est la version capitalisante et on voit que là aussi on a eu une belle progression au travers du temps. Je ne sais pas si fondamentalement c'est plus intéressant de détenir ça que de juste détenir du Nasdaq, mais on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'une personne à la retraite va accepter de prendre ce risque sur le Nasdaq en se disant, eh bien, si ça se passe pas bien, j'ai un petit peu quelque chose qui continue d'arriver et qui va pallier à cette volatilité temporaire négative, un petit peu comme si on avait un dividende. Et par contre, en contrepartie, j'accepte d'avoir moins de gains à la hausse. Si par exemple, on a une année à plus 20, plus 30% du côté du Nasdaq, eh bien, peut-être que mon ETF JEQA va ne faire que plus 15, plus 18. Je vais perdre quelques pourcentages comme ça au bénéfice, en effet, d'avoir eh bien, une stratégie qui est un peu plus élaborée. Donc là aussi, je commence à m'intéresser un tout petit peu au sujet, puisque, comme vous le savez, dans une optique de diversification absolue de mon côté, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser au long terme, tout en ayant bien en tête que, au plus on fait des stratégies qui sont complexes dans des produits qui parfois le sont tout autant, au plus petit à petit on continue de complexifier l'ensemble, ce qui parfois est pas forcément la bonne manière de faire. Donc je vous en parle aujourd'hui. Si vous êtes déjà au fait de ce genre de choses, et il y a également des personnes qui se positionnent soit au travers d'ETF comme ça avec du covered call, soit directement sur des actions, des titres vifs qui, pareil, vont essayer de casser la volatilité de titres qui sont très volatiles en ayant des puts, des calls, des stratégies d'options à terme, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous souhaitez que de notre côté, on creuse le sujet pour vous en parler un peu plus dans le détail, on pourra peut-être même en parler avec Samy, ça fait longtemps. En attendant cette émission, je ne sais même pas combien elle fera, au moins 3/4 d'heure. Je vous souhaite une très bonne journée. Continuez d'ouvrir l'œil, d'être prudent, de vous diversifier, de boire beaucoup d'eau au cours de l'été, puisque ça serait triste de trépasser, j'ai envie de dire, sans avoir profité justement de nos placements financiers. Et je vous retrouverai avec grand plaisir samedi pour le récapitulatif de l'actualité financière de cette semaine. Très bon mercredi et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.